Dans cette édition, les discussions se poursuivent entre les autorités malgaches et les instances du football, dont la CAF et la FIFA, afin d'autoriser la présence de spectateurs lors du match Madagascar-Bénin, après que la CAF ait refusé la présence du public. La région sud-ouest a encore un long chemin à faire avant d'atteindre le développement, ce constat étant aggravé par la crise sanitaire liée au Covid-19. À la une de l'actualité internationale, l'armée américaine a annoncé vendredi soir avoir procédé à une frappe de drone contre un organisateur de l'organisation État islamique en réponse au sanglant attentat de Kaboul. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Col TV. Lors du dernier jour de visite du président de la République en France, le président André Rajoelina a rencontré les membres de la diaspora en France, où il a notamment présenté aux membres de la diaspora les différents projets de développement et de modernisation de Madagascar, ainsi que les efforts pour lutter contre le kéré menés par l'État. Profitant de cette occasion, le président André Rajoelina a également annoncé que la diaspora en France pourra voter à l'occasion des présidentielles de 2023 et que des procédures seront mises en place afin de concrétiser cela. Les discussions se poursuivent entre les autorités malgaches et les instances du football dans la CAF et la FIFA afin d'autoriser la présence de spectateurs lors du match Madagascar-Bénin après que la CAF ait refusé la présence du public. En attendant l'évolution de l'affaire, la distribution des tickets d'entrée continue. Les détails. Suite à la décision de la CAF de refuser à la demande de la Fédération malgache de football de permettre la présence de spectateurs au match éliminatoire avec le Bénin, les autorités malgaches ont demandé à ce que son cas soit réévalué. D'après le ministère de la Jeunesse et des Sports, les responsables concernés poursuivent les discussions. Nous avons envoyé des lettres à la FIFA et à la CAF pour qu'ils reconsidèrent le cas de Madagascar, parce que 2 autres cas avaient déjà obtenu leur aval. Nous ignorons le nombre de spectateurs à ce moment-là, on sait juste qu'ils ont eu l'autorisation. Nous espérons que notre cas sera reconsidéré, car la finale de la Confédération africaine, jouée à Konutu, a obtenu l'autorisation pour 12 000 spectateurs. La situation sanitaire à Cotonou n'est pas aussi stable qu'à Madagascar. Malgré cette situation, la présidence de la République confirme poursuivre la distribution des tickets d'entrée. Par respect pour toutes les personnes qui ont fait la queue, car de la communication avait déjà été faite, nous nous devons de continuer la distribution des tickets pour l'inauguration du stade. Nous attendons calmement l'évolution des discussions de la FMF et le ministère avec la CAF et la FIFA. Nous espérons avoir une réponse d'ici quelques jours afin d'organiser la distribution des tickets ou de changer la date au besoin. À ce qu'on sait, les autorités ont suivi le processus d'usage pour demander à combiner le match et l'inauguration du stade à la date du 2 septembre. La décision du CAF étant tombée hier soir, la situation des événements est plus qu'attendue par l'ensemble de la population. Et toujours à ce sujet, les spectateurs de Baréa sont venus dès 3 h du matin à Mamassen pour obtenir leur ticket d'entrée au match éliminatoire contre le Bénin. Malgré l'incertitude qui plane sur la possibilité d'assister au match suite à la décision de la CAF d'interdire les spectateurs, ils ont été nombreux à venir. Explication en images avec Henri Florian. En ce premier jour de distribution des tickets d'entrée au match Madagascar-Bénin, une longue file s'est rapidement créée au stade à Mamassen, dans l'espoir de voir les Baréa jouer le jeudi 2 septembre prochain. Malgré la décision de la CAF de jouer le match à huis clos, de nombreuses personnes sont venues retirer leurs tickets d'entrée.
Certains sont sur les lieux depuis 3 heures du matin, alors que la distribution avait été prévue pour 8 heures et n'a vraiment commencé qu'à 11 heures. On attend même si on a faim, parce que si on quitte la file, les autres nous empêchent de la réintégrer. Tout le monde est venu très tôt. L'organisation n'est pas au top, parce qu'ils ont dit que la distribution commencerait à 8 heures, sauf que ça n'a commencé à bouger que vers 11 heures. On est venu de bon matin parce qu'on soutient les Baria. On vient en Casamang et on est là depuis 4h30 du matin. Nous sommes venus avec la famille et les amis. Nous avons eu un petit contretemps en ce qui concerne les enfants, mais maintenant c'est réglé. Outre les résidents de la capitale, de nombreuses personnes en provenance d'autres régions de l'île ont fait le déplacement pour assister au match du jeudi 2 septembre. Dans l'attente de leur ticket, tous sont impatients de voir les Baria en personne. Je viens d'Ambatondrazak. Je suis ici depuis une semaine, en passant par Dalakamis Ambouijachim. Je suis parti hier. Et j'ai dormi à Anousbé afin de pouvoir être ici dès 3 heures du matin. Je suis 85e dans la file. Je suis très heureux de pouvoir voir le stade. Il est très beau. J'en remercie le président. Je suis aussi ici pour supporter les Baria. Ce que je voudrais, c'est que le match soit ouvert au public. Quoi qu'il en soit, les responsables ont annoncé être encore en attente du résultat des décisions entre les autorités malgaches et les instances du football mondial afin de réévaluer le cas de Madagascar. D'ailleurs, les tickets d'entrée ne sont pas distribués en vain car ils permettront d'assister au match et dans le cas contraire, d'assister à l'inauguration du stade. Pour rappel, à l'intention de tous ceux qui sont venus retirer leurs tickets, la situation ne dépend pas de nous, mais de la CAF et de la FIFA. Si le match entre Madagascar et le Bénin n'est pas ouvert au public, le ticket servira pour l'inauguration du stade Baria. Si le public peut finalement assister au match, ce sera votre billet d'entrée. En attendant l'évolution de la situation et sauf changement, la distribution des tickets d'entrée se poursuivront demain. La région sud-ouest a encore un long chemin à faire avant d'atteindre le développement. Ce constat étant aggravé par la crise sanitaire liée au Covid-19, les opérateurs économiques et les investisseurs de la région interpellent les autorités et demandent des solutions concrètes. Les détails avec Gaëtan Ancheslav. La région sud-ouest de l'île a le potentiel pour prospérer et se développer, mais son élan est freiné par de nombreux facteurs, dont l'insécurité, le faible taux d'électrification et la difficulté à augmenter la production. Notre littoral a une potentialité touristique et économique, incluant la pêche, c'est-à-dire l'économie bleue. La deuxième potentialité, c'est la surface des terrains disponibles. La troisième, ce sont les mines, à vocation énergétique ou autre. Il y a aussi la main-d'œuvre. Nous estimons que ces potentialités peuvent développer la région sud-ouest. Le tourisme fait partie des secteurs les plus prospérés de la région, avec beaucoup d'investissements réalisés. Mais avec l'arrivée de la crise sanitaire, les opérateurs doivent faire face à de grandes difficultés et ont du mal à se redresser jusqu'à maintenant. Dans 15 jours, c'est maths. Pour l'instant, il y a une demande exceptionnelle. Il y a beaucoup de gens. Dans 15 jours, c'est mort. On oublie. Jusqu'à peut-être la Toussaint. La Toussaint, il y aura peut-être une petite étincelle, une petite flambée qui réchauffera légèrement. Et après, on espère en décembre. Pour l'instant, je vous assure, nous, notre programme et notre vision des choses actuellement, on ne se base plus du tout sur le tourisme international. Moi, je n'y pense plus du tout, mais alors carrément pas. Au regard du contexte actuel, beaucoup d'acteurs du tourisme se sont tournés vers le tourisme national, avec comme résultat une hausse de 10% du taux d'occupation pour ce mois-ci.
Néanmoins, il reste encore difficile de payer les employés et d'avoir de quoi vivre. Je n'en nie pas que notre taux d'occupation a un peu augmenté de 10% ce mois-ci par rapport au mois dernier. Nous n'avons pas atteint notre seuil. Le tourisme national ne peut pas faire vivre, mais il nous aide à garder la tête hors de l'eau. Nous accusons des déficits, mais le tourisme national les a tenus un tout petit peu. Ça nous donne les moyens de ne pas complètement sombrer et de continuer à payer nos employés parce que ce serait difficile pour eux de perdre leur emploi. Alors on les garde, même si nous ne faisons pas de bénéfices. En règle générale, le taux d'occupation des hôtels tourne autour de 70 à 90% à la haute saison et avoisine les 30 à 40% à la basse saison. Parmi les solutions attendues de la part des autorités, les professionnels du tourisme espèrent une réévaluation de leurs impôts et demandent la création de plus d'emplois pour les jeunes. L'examen d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes s'est déroulé dans le calme, à l'exception d'un fait suspect en rapport avec la conception des sujets. Une surveillance rigoureuse a été mise en place à tous les niveaux. Les détails. 5 concepteurs de sujets ont proposé 10 sujets par matière dans le cadre du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes. Ces précautions ont été prises afin de lutter contre toute forme de corruption. Et l'examen s'est déroulé sous la surveillance du Bianco. Malgré des épreuves généralement calmes, un cas suspect a été répertorié. Un cas a été assez suspect, mais suite à notre évaluation, il est resté au stade de suspicion. Il existe toujours la présomption d'innocence et d'ailleurs, le doute profite à l'accusé comme on dit, mais le nom de la personne a quand même été consigné dans le procès verbal comme suspect. La surveillance des épreuves a été rigoureuse, qu'il s'agisse des épreuves écrites ou orales, afin de reconquérir la confiance de la population envers la justice et envers l'accès aux grandes écoles publiques. Le concours a été cadré par des caméras. 10 appartiennent à l'école et 4 au Bianco. Ils ont été placés dans les 3 QG, dans les lieux proches des sujets. Pour cette session, il y aura aussi des caméras à l'oral du début à la fin. Il sera donc impossible qu'une personne absente soit admise. L'oral sera public et filmé. Pour rappel, 2 examens successifs de l'ENMJ avaient été annulés pour corruption. Certaines des personnes impliquées sont déjà en prison. Nisy aloha ny mpitsara izay efa niakatra ny conseil de discipline tamin'ny volana décembre 2020. Des juges sont passés devant le conseil de discipline en décembre 2020. D'autres personnes impliquées ont été emprisonnées. Il y a eu des responsables de la fonction publique, les gens de la Bianco. Il s'agit de 2 affaires. L'un concerne des cas de corruption, l'autre concerne la destruction des copies par le feu. Tout ça est encore en cours au niveau du pôle anticorruption. Le ministère n'interfère pas dans les affaires de l'école nationale, mais reste tout de même sous sa tutelle. À ce qu'on sait, le 2e concours programmé vers la fin de l'année risque de ne pas avoir lieu, faute de temps. Et avant de passer à l'actualité internationale, après Madanga, c'est au tour des branches du Malagasy, Meramienga, d'Amourunmani et d'Antsranana d'accueillir leurs assises régionales respectives avec la présence des maires et des conseillers municipaux et des députés. Le parti Malagasy Meramienga a toujours exprimé sa volonté de participer au développement de Madagascar. Les détails dans ce reportage. Des recommandations pour améliorer la vie du parti, discussions sur la vie publique et partage sur les axes de coopération du parti avec l'État, tels sont entre autres les sujets abordés lors des assises régionales du parti Malagasy Meramieng dans la Mourmanie qui s'est tenue à Amboust. Les membres MMM de la région, les élus, les maires et les députés ont assisté à l'événement. Du côté du législatif, le Malagasy Meramieng a des effectifs, même si chacun a été élu différemment.
Certains ont été élus sous les couleurs de l'IRD, d'autres sont des indépendants, mais nous travaillons ensemble. Au niveau local, nous avons une base solide. Nous avons des maires, des députés et des gens dans certaines administrations. L'objectif des assises est de renforcer la participation du parti au développement du pays, parti actif. Le MMM a soutenu l'État et continuera à le faire. Le parti Malagasy Miaramiangy a toujours soutenu le pouvoir actuel. Nous l'avons aidé à arriver à la place qu'il occupe. Et ça ne changera pas, parce que nous travaillons toujours avec l'État face à toutes les difficultés. Chacun assume les responsabilités qui lui échoient. Les assises régionales remontent à 2016, dans un souci de décentralisation, afin que les idées soulevées lors des assises nationales impactent au niveau local. Et à la une de l'actualité internationale, l'armée américaine a annoncé vendredi soir avoir procédé à une frappe de drone contre un organisateur de l'organisation État islamique en réponse au sanglant attentat de Kaboul. En parallèle, les ressortissants américains ont été priés de quitter les abords de l'aéroport, tandis que la France a mis fin à ses opérations d'évacuation. Les détails sur les images de France 24. On sait finalement assez peu de choses de la riposte américaine qui s'est abattue sur la province de Nangarhar cette nuit. Un communiqué laconique du Pentagone révèle qu'un leader sans nom aurait été neutralisé, comprenez tué, par une frappe aérienne américaine probablement menée par des drones Predator dans cette province qui jouxte la frontière pakistanaise. Joe Biden avait effectivement promis la vengeance à ceux qui ont perpétré l'attentat qui, on le rappelle, a coûté la vie à 13 soldats américains et plus de 150 Afghans jeudi. Tout le monde ici à Washington s'attendait donc à une action. Mais au moment où nous parlons, il est d'abord difficile de dire si cette frappe est la première d'une série et il est également impossible de certifier que ce leader de l'organisation État islamique en Afghanistan était lié de près ou de loin à la planification de l'attentat. Ce qui est à peu près certain en revanche, c'est que comme Joe Biden l'a appelé de ses vœux à plusieurs reprises, les services de renseignement pakistanais étaient à la manœuvre dans la désignation de la cible. Cette province de Nangarhar est proche de la zone tribale pakistanaise, cette région où seuls l'ISI, les espions d'Islamabad, peuvent évoluer sans contrainte. Et toujours dans l'actualité internationale, le chef d'État français doit participer ce samedi à la conférence régionale qui s'ouvre à Bagdad. Le sort de l'Afghanistan devrait être au cœur des préoccupations après l'arrivée des talibans au pouvoir et le retour sur le devant de la scène de l'organisation État islamique. Toujours sur les images de France 24. C'est évidemment une conférence très importante pour Bagdad, qui n'a pas accueilli une telle conférence depuis des décennies, sinon plus. On parle quand même d'un pays qui a été secoué par des décennies de guerre et de conflits. Organiser une telle conférence a donc toute son importance et ce n'est pas anodin que ça se passe effectivement à Bagdad, notamment parce que l'Irak a tout intérêt à cette conférence. Il a tout intérêt à ce que tous ces pays régionaux se parlent. On sait que l'Irak a été maintes et maintes fois déstabilisé justement par des ingérences étrangères. Le fait qu'il tienne cette conférence permettra certainement donc d'avancer sur certains dossiers et de faire en sorte que ses voisins se parlent. Cette conférence, elle est aussi très importante également car il va y avoir évidemment le président français Emmanuel Macron qui va participer à ce rendez-vous. Alors pourquoi Emmanuel Macron se rend en Irak pour cette conférence? Tout simplement parce que il l'a accompagné depuis un an, depuis sa visite en Irak l'année dernière pour rencontrer notamment le Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi. Il a accompagné cette initiative du Premier ministre et a donc co-organisé cette conférence. Elle est également importante pour le président français car ça va lui permettre de rappeler ses engagements dans la région, notamment à l'heure où on parle beaucoup par exemple de l'Afghanistan et de la menace djihadiste. Ce sera l'occasion pour le président français de rappeler son engagement, l'engagement français dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. Au revoir.